Sors d'ici. Tu es inutile. Va montrer ton visage misérable ailleurs. Derek Morrison jeta une valise sur le porche au milieu d'une nuit pluvieuse à Chicago. Il ne donna aucune explication. Il ne discuta pas. Il ne prit même pas la peine de regarder dans les yeux la femme qui avait sacrifié 5 années de sa jeunesse pour lui. Il resta là, les mains dans les poches, la regardant comme on regarde quelque chose qui a dépassé sa date de péremption. Scarlett Hayes voulait demander pourquoi. Elle voulait supplier pour avoir une seule raison, mais elle n'eut même pas l'occasion d'ouvrir la bouche. De l'intérieur de la maison, une silhouette familière apparut. Brooke Collins, la meilleure amie de Derek, vêtue d'une chemise de nuit en soie que Scarlett avait achetée avec 3 mois de salaire durement économisé. Brooke se pencha vers l'épaule de Derek, souriant avec la satisfaction d'un chat qui venait enfin d'avaler la souris. « Ne t'avise pas de pleurer », murmura Brooke, dont la douceur était si écœurante qu'elle rendait l'air irrespirable. « Pour qui te prends-tu? Une orpheline sans père ni mère, dont même la grand-mère est morte. À quoi peux-tu te raccrocher, hein? » Derek lui tourna le dos et rentra dans la maison. La porte claqua au nez de Scarlett. Elle resta là, sous la pluie battante, serrant sa valise cabossée. Pas de maison, pas d'argent, personne qui l'attendait. Tout ce qui lui restait, c'était une vieille carte bancaire, poussiéreuse et usée. Celle que sa grand-mère, Margaret, avait glissée dans une enveloppe avant de mourir, accompagnée d'une seule ligne écrite d'une main ferme. N'utilise cette carte qu'en cas de nécessité. Pendant 6 mois, Scarlett ne l'avait jamais ouverte. Elle pensait que ce n'était qu'un souvenir. Elle pensait que sa grand-mère avait été pauvre toute sa vie et qu'elle ne pouvait rien laisser derrière elle. Mais ce soir-là, alors que le monde entier lui tournait le dos, elle décida d'essayer une seule fois, juste une fois, pour voir si la vie lui avait laissé quelque chose. Le lendemain matin, Scarlett entra dans la banque Ridgeway, les yeux cernés par le manque de sommeil et les vêtements froissés par une nuit qui l'avait brisée. Elle posa la carte sur le comptoir, la voix rauque et éraillée. « Je veux vérifier le solde », dit Scarlett d'une voix rauque. Le caissier passa la carte dans le lecteur. L'écran n'afficha pas le solde. À la place, un message froid et énigmatique s'afficha. « Restriction de niveau 7. Compte de statut alpha détecté. Retenir le porteur. Alerter immédiatement le PDG et la sécurité privée. » Le visage du directeur pâlit, non par respect, mais par peur. Il murmura quelque chose au téléphone avant de se tourner vers Scarlett avec un sourire forcé et tremblant. « Madame, notre PDG doit vérifier personnellement cette carte unique. Veuillez me suivre. » Scarlett resta figée, ne comprenant pas ce qui se passait. Mais elle ne savait pas qu'ailleurs dans la ville, un téléphone venait de vibrer dans la main d'un homme. Nathan Blackwell, le plus puissant parrain de la mafia de Chicago, fixait l'écran et le gris glacial de ses yeux s'illumina soudainement. Le message ne contenait qu'une seule ligne. La carte Hazy a été activée. Il se leva au milieu d'une réunion avec les chefs les plus notoires de la ville. Sa voix était grave comme le tonnerre. « Reportez tout. J'ai quelque chose à faire. » Vincent, son bras droit, demanda « Monsieur, qu'y a-t-il? » Nathan enfila sa veste de costume et se dirigea vers l'ascenseur, un sourire se dessinant sur ses lèvres pour la première fois depuis 20 ans. « Enfin, elle a besoin de moi. » En un clin d'œil, la femme qui avait été jetée comme un déchet devint la personne que toute une banque devait accueillir debout. Et l'homme le plus puissant de Chicago était déjà en route pour tenir la promesse faite à la seule femme qui lui avait sauvé la vie 20 ans plus tôt. L'histoire ne faisait que commencer. Avant de nous plonger dans l'histoire, accordez-moi juste une seconde. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vos j'aime et vos partages sont ma motivation pour vous proposer d'autres histoires enrichissantes. Scarlett entra dans l'ascenseur, les jambes tremblantes. Le directeur se tenait à côté d'elle en silence, n'osant pas la regarder dans les yeux, comme si elle était quelqu'un d'important, quelqu'un qu'il n'avait pas le droit de regarder. L'ascenseur glissait d'étage en étage, et à chaque doudingue, son cœur se serrait un peu plus. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle n'était qu'une femme qui venait d'être mise à la porte par son mari, une orpheline qui n'avait plus rien d'autre que la vieille carte bancaire de sa grand-mère. Et pourtant, toute cette banque la traitait comme si elle détenait le secret du monde. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage. Le couloir était vaste, pavé de marbre brillant,
avec des œuvres d'art encadrées alignées des deux côtés, des pièces qui, Scarlett en était certaine, valaient des centaines de milliers de dollars. Elle se sentait déplacée, comme un grain de poussière qui aurait dérivé par accident dans un palais. Le directeur la conduisit à une lourde porte en chêne, frappa 2 fois doucement, puis recula. La porte s'ouvrit. Un homme d'une 50aine d'années se leva de derrière un énorme bureau. Il portait un costume gris, ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés et son sourire semblait amical à première vue, mais il n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux étaient perçants, froids, calculateurs, comme s'ils pesaient la moindre réaction sur le visage de Scarlett. « Mademoiselle Hayes, dit-il d'une voix basse et douce, je suis Jonathan Pierce, le directeur général de la Ridgeway Bank. Veuillez vous asseoir. » Scarlett s'assit dans le fauteuil en cuir en face de lui, le dos raide, les mains serrées pour cacher ses tremblements. Elle déglutit et tenta de garder une voix ferme. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Je voulais seulement vérifier le solde de la carte de ma grand-mère. » Jonathan s'assit, le menton appuyé sur sa main, et l'observa avec un intérêt amusé, comme s'il admirait une antiquité de grande valeur récemment mise au jour. « Mademoiselle Hayes, je vais être direct, car je pense que vous méritez de connaître la vérité. » Il fit une pause, laissant le silence s'installer dans la pièce. « Mademoiselle Hayes, dit Jonathan en plissant les yeux, votre grand-mère était cofondatrice, mais sa participation de 25% est dans une situation juridique incertaine depuis 2 décennies, à la suite d'un transfert que nous avons effectué à l'époque. Nous devons vérifier si votre carte est la clé principale nécessaire pour finaliser la fermeture définitive de ce compte. » La pièce semblait tourner. Margaret, la femme qui avait élevé Scarlett dans une petite maison à la périphérie, la femme qui découpait les coupons pour économiser chaque centime, qui portait les mêmes vieux pulls aux épaules effilochés depuis 20 ans, qui avait dit à Scarlett que l'argent importait moins que la dignité. Cette femme possédait un quart de la plus grande banque de Chicago. « C'est impossible, » murmura Scarlett, la voix étranglée. « Ma grand-mère était pauvre. » Elle se débattit. « Vous vous trompez de personne. » Jonathan sourit, mais quelque chose dans son sourire fit frissonner Scarlett. « Je comprends que vous soyez sous le choc. Mais les registres ne mentent pas, Mademoiselle Hayes. Margaret a quitté le conseil d'administration il y a 20 ans pour des raisons personnelles, mais ses actions sont restées intactes et selon son testament, tout appartient à son seul héritier légitime. » Il se pencha en avant. « C'est vous. » Scarlett ne pouvait plus respirer. Elle avait l'impression que quelqu'un avait déversé tout un océan sur sa tête et lui avait dit de nager. Il y a 20 ans, elle avait 7 ans. Sa grand-mère avait quitté tout cela alors que Scarlett était encore une enfant. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous accorder un accès temporaire à une partie du compte de Margaret, poursuivit Jonathan, d'une voix toujours aussi douce, afin que vous puissiez stabiliser votre vie pendant que nous vérifions les procédures légales. Ce processus peut prendre quelques semaines. Il fit glisser un dossier sur le bureau. Scarlett baissa les yeux sur les chiffres imprimés sur le papier et faillit s'étouffer. Le montant du compte temporaire suffisait à lui seul pour lui permettre de vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. « Pourquoi m'aidez-vous? » demanda Scarlett d'une voix rauque. Jonathan se pencha en arrière, les doigts entrelacés. « Parce que c'est la responsabilité de la banque, Mademoiselle Hayes. Margaret fait partie de l'histoire de Ridgeways, et vous êtes sa famille. » Ces mots semblaient injustes, mais quelque chose dans le regard de Jonathan empêchait Scarlett de lui faire entièrement confiance. C'était le regard d'un homme qui cachait son jeu, d'un joueur de poker qui connaissait déjà les cartes de son adversaire, mais qui continuait à feindre l'innocence. Elle ne savait pas ce qu'il cachait, mais l'instinct de survie qu'elle avait aiguisé au cours des 5 années passées avec Derek lui criait de faire attention. « Merci, » dit Scarlett en s'efforçant de garder une voix calme. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » Jonathan acquiesça, le sourire toujours aux lèvres. « Bien sûr, si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi. » Scarlett se leva et quitta le bureau, 1000 questions se bousculant dans son esprit. Qu'est-ce que sa grand-mère avait caché pendant 20 ans? Pourquoi avait-elle choisi de vivre dans la pauvreté alors qu'elle possédait une fortune? Et pourquoi le regard de Jonathan Pierce donnait-il à Scarlett l'impression qu'elle venait de tomber dans un piège qui l'attendait depuis très longtemps? Scarlett franchit les portes principales de la Ridgeway Bank, l'esprit encore sous le choc de tout ce qu'on venait de lui révéler.
La lumière du soleil de Chicago l'éblouit, crue et aveuglante. Comme si le monde lui-même était déterminé à lui rappeler que la réalité était toujours là, aussi douloureuse soit-elle. Elle leva la main pour se protéger les yeux, essayant de déterminer où elle devait aller ensuite. C'est alors qu'une voix familière retentit derrière elle et la figea sur place. Scarlett, chérie, attends, elle se retourna. Derek Morrison se précipitait vers elle, les cheveux soigneusement coiffés, vêtu du costume coûteux qu'elle avait l'habitude de repasser chaque matin, et sur ses lèvres se dessinait le sourire qu'elle avait autrefois naïvement cru lui être réservé. Aujourd'hui, ce sourire la rendait malade. Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Derek s'arrêta devant elle, haletant, les yeux brillants d'une lueur que Scarlett reconnut immédiatement. C'était un regard avide, pas amoureux. J'ai entendu dire que tu étais venu à la Ridgeway Bank. Que se passe-t-il? Pourquoi t'ont-ils invité à monter voir le directeur général? Scarlett le regarda et eut l'impression de regarder un parfait inconnu. Moins de 24 heures auparavant, cet homme l'avait jeté à la rue en pleine tempête, la traitant d'inutile. Laissé sa maîtresse porter les vêtements de Scarlett et lui rire au nez. Et maintenant, il se tenait là, l'appelant « bébé » comme si rien ne s'était passé. « Les rumeurs vont vite », dit Scarlett d'une voix si calme qu'elle-même en fut surprise. « Que fais-tu ici, Derek? » Derek s'approcha d'elle et lui prit la main. « Je suis venu m'excuser, bébé. Je sais que j'ai eu tort hier soir. J'étais trop en colère. Je n'ai pas réfléchi. Donne-moi une chance de réparer ça. On peut recommencer à zéro. » Scarlett retira sa main et recula d'un pas. Recommencer à zéro. Elle eut un petit rire amer. Tu m'as jeté comme un sac poubelle. Tu as laissé Brooke porter mes vêtements et rester là, à m'humilier. Tu as dit que je ne t'étais plus utile. Et maintenant, juste parce que tu as entendu quelques rumeurs à la banque, tu veux recommencer à zéro. Le visage de Derek se crispa pendant une fraction de seconde. Mais il se ressaisit rapidement, reprenant son expression suppliante. Tu m'as mal compris. Je t'aime vraiment. Tout cela n'est qu'un malentendu. Il n'y a rien à mal comprendre, dit Scarlett d'une voix glaciale. Je comprends parfaitement et ma réponse est non. À l'instant où le mot « non » sortit de sa bouche, le masque sur le visage de Derek se brisa complètement. Ses yeux s'assombrirent, sa mâchoire se crispa et la douceur de sa voix se transforma en un grognement grave et menaçant. « Pour qui te prends-tu? » Derek s'approcha, ses mots sifflant entre ses dents. « Tu penses que parce que tu as reçu un peu d'argent de cette vieille femme, tu peux me tenir tête? Tu n'as aucune idée à quel point je peux facilement transformer ta vie en enfer. » Scarlett ne recula pas. Elle le regarda dans les yeux et pour la première fois en 5 ans, elle ne ressentit aucune peur. Elle se sentait seulement épuisée, dégoûtée et écœurée par la pitié qu'elle éprouvait pour la femme qu'elle avait été, celle qui avait aimé un homme comme celui-ci. À ce moment-là, une voiture de luxe s'arrêta au bord du trottoir. La portière s'ouvrit et Brooke Collins en sortit, vêtue d'une robe couleur sang frais, son rouge à lèvres parfaitement assorti, la bouche esquissant un sourire méchant. « Oh, regardez qui voilà !» s'écria Brooke à voix haute, s'assurant que les passants puissent l'entendre. La pauvre orpheline qui essaie de se faire passer pour une princesse. Tu crois qu'entrer une fois dans une banque te rende importante. Ne te flatte pas. Tu n'es toujours qu'une ordure. Derek jeta sur la rue. Quelques piétons ralentirent, curieux, observant la scène. Scarlett sentit leur regard posé sur elle, sentit l'humiliation que Brooke essayait de lui infliger. Avant, Scarlett aurait baissé la tête, ravalé ses larmes, pris la fuite pour échapper à la honte. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle avait changé. Elle pensa à Margaret. Elle pensa à cette femme qui avait discrètement possédé un quart de cet empire et qui vivait toujours simplement, qui lui avait appris que la dignité importait plus que l'argent. Sa grand-mère avait caché quelque chose pendant 20 ans, et Scarlett ne savait toujours pas ce que c'était. Mais elle était sûre d'une chose. Margaret n'aurait jamais voulu qu'elle baisse la tête devant des gens comme Derek et Brooke. Scarlett leva le menton, regarda Brooke droit dans les yeux, puis se tourna vers Derek. « Vous ne méritez pas d'explication de ma part. » Sa voix n'était pas forte, mais elle était suffisamment ferme pour que tout le monde autour d'eux l'entende. « Et je n'ai pas besoin de votre permission pour aller de l'avant. » Elle lui tourna le dos et s'éloigna sans se retourner. Derrière elle, Brooke lui lança une remarque venimeuse. Derek grogna une nouvelle menace. Mais Scarlett ne les entendait plus. Tout ce qu'elle entendait,
C'était le bruit de ses propres pas sur le trottoir de Chicago, régulier et assuré, comme les battements d'un cœur qui avait enfin appris à ne plus avoir peur. Scarlett marcha pendant des heures dans les rues de Chicago sans destination précise. Ses pas la menèrent devant des gratte-ciels de verre scintillants, devant des restaurants haut de gamme où l'odeur de la nourriture lui tordait l'estomac vide, devant des couples marchant main dans la main et riant comme si la vie n'avait jamais donné à personne une raison de s'inquiéter. Elle se sentait comme un fantôme invisible se déplaçant dans une ville lumineuse, invisible et indifférente. Lorsque le ciel commença à prendre la teinte pourpre intense du crépuscule, elle se souvint soudain qu'elle avait besoin d'un endroit où dormir pour la nuit. Elle s'arrêta devant un distributeur automatique et sortit la carte que Jonathan Pierce avait activée pour un accès temporaire. Elle avait juste besoin de retirer un peu d'argent pour louer une chambre dans un motel bon marché et acheter quelque chose à manger. C'était tout. Elle glissa la carte dans la machine, entra le code PIN qui lui avait été donné et attendit. L'écran clignota un instant, puis afficha un message froid. Transaction refusée. Compte temporairement bloqué. Scarlett réessaya. Même résultat. Elle essaya une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce que l'écran l'informe que la carte avait été bloquée en raison d'un trop grand nombre de tentatives infructueuses. Elle resta là, à fixer l'écran du distributeur, avec l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Accès temporaire. Jonathan Pierce lui avait dit que c'était pour qu'elle puisse stabiliser sa vie. Moins de 12 heures plus tard, il avait été gelé. Était-ce une coïncidence ou quelqu'un se jouait-il délibérément d'elle? La nuit tomba rapidement, apportant avec elle le froid glacial de Chicago. Scarlett erra dans les rues qui se vidaient de plus en plus. Elle avait mal aux jambes, l'estomac vide et l'esprit rempli de questions sans réponse. Elle n'avait pas d'argent pour se payer une chambre. Elle n'avait personne à appeler. Elle n'avait plus rien, à part une valise déchirée et les vêtements qu'elle portait depuis 2 jours. Vers 22 heures, Scarlett trouva un petit parc niché derrière de grands immeubles. Elle s'assit sur un banc de pierre glacée, replia ses jambes et les enlaça de ses bras, essayant de conserver le peu de chaleur qui restait dans son corps. Le vent soufflait par rafales, apportant l'air froid du lac Michigan et transperçant le tissu fin de ses vêtements. Scarlett se mit à trembler, et avec ces tremblements, les larmes commencèrent à couler. Elle pleura sans faire de bruit, les larmes glissant sur ses joues et tombant sur ses genoux. Elle pleurait de faim, de froid, d'épuisement. Elle pleurait pour un mariage de 5 ans qui s'était effondré en une seule nuit pluvieuse. Elle pleurait parce que les insultes de Brooke résonnaient encore dans ses oreilles. Et plus que tout, elle pleurait parce que Margaret lui manquait tellement que cela lui faisait mal de respirer. « Grand-mère, que suis-je censé faire maintenant? » murmura Scarlett dans l'obscurité, la voix étranglée. « Que m'as-tu caché? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? » Elle se souvenait des nuits d'hiver de son enfance, lorsque Margaret la serrait dans ses bras et lui racontait des contes de fées mettant en scène des princesses fortes qui n'avaient pas besoin d'un prince pour les sauver. Elle se souvenait que Margaret disait toujours « Tu es plus forte que tu ne le penses, Scarlett. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Elle se souvenait de la petite maison à la périphérie avec son jardin rempli de roses, l'endroit où Margaret l'avait élevée avec un amour inconditionnel. La maison. Scarlett se redressa soudainement. L'ancienne maison de Margaret était toujours là, scellée après sa mort, mais pas encore vendue. S'il y avait un endroit au monde qui détenait encore les réponses aux secrets de Margaret, c'était cette maison. Scarlett essuya ses larmes avec le dos de la main et prit une profonde inspiration. Ce soir, elle tiendrait bon, mais demain matin, au lever du soleil, elle irait chez Margaret. Elle découvrirait la vérité, quelle qu'elle soit. Scarlett ne savait pas quand elle s'était endormie. Peut-être que son corps était tellement épuisé qu'il ne pouvait plus lutter et que le sommeil l'avait emporté dans ses bras comme une miséricorde temporaire face à une réalité brutale. Elle rêva de Margaret, rêva de la petite cuisine chaleureuse remplie de l'odeur d'une tarte aux pommes tout juste sortie du four, rêva des mains ridées de sa grand-mère caressant ses cheveux tout en lui murmurant que tout irait bien. Mais lorsque Scarlett tendit la main vers elle, l'image se dissipa comme la brume matinale. Le soleil se leva dans ses yeux et Scarlett cligna des paupières pour se réveiller. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où elle était, pourquoi elle était recroquevillée sur un banc de pierre glacée dans un parc de Chicago. Puis la nuit dernière lui revint comme une vague violente,
lui rappelant toute la douleur et le désespoir qu'elle croyait avoir brièvement atténué par le sommeil. Mais quelque chose avait changé. Scarlett réalisa qu'elle n'avait plus froid comme la nuit précédente. Quelque chose de chaud avait été posé sur elle, la protégeant du froid vif du petit matin. Elle s'assit et baissa les yeux, stupéfaite de voir une veste d'homme soigneusement posée sur elle. C'était un manteau en cuir noir. Le tissu était si souple qu'elle sut immédiatement qu'il n'était pas ordinaire. Elle avait vécu assez longtemps avec Derek pour reconnaître la qualité d'un vêtement de créateur. Et cette veste valait 1 mois de salaire pour une personne moyenne qui l'avait mise sur elle. Scarlett regarda autour d'elle dans le parc, le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait personne à proximité. Seuls quelques joggeurs matinaux au loin et un vieil homme promenant son chien. Personne ne semblait s'être approché d'elle. Elle passa la main sur le manteau, sentant le cuir frais sous ses doigts tremblants, puis elle remarqua quelque chose de rigide dans l'une des poches. Elle y glissa la main et en sortit un petit morceau de papier soigneusement plié. Son cœur sembla s'arrêter lorsqu'elle l'ouvrit et lut les mots écrits à l'encre noire, d'une écriture forte et décisive. « Ta grand-mère m'a demandé de te protéger. N'aie pas peur. Pas Bennett. » Scarlett relut la phrase des dizaines de fois, comme si le fait de la lire suffisamment souvent en ferait ressortir le vrai sens. Sa grand-mère avait demandé. Margaret avait demandé à quelqu'un de la protéger. Quand, pourquoi et qui n'était pas Bennett? Elle essaya de penser à quelqu'un dans la vie de Margaret qui avait ses initiales, mais son esprit était vide. Margaret avait mené une vie tranquille, avait peu d'amis, parlait rarement de quelqu'un d'autre que ses voisins. Alors, qui était cette personne à qui Margaret confierait une telle chose? Et comment savait-il que Scarlett se trouvait ici, dans un parc anonyme d'une ville de plusieurs millions d'habitants? Scarlett serra le manteau contre sa poitrine et prit une longue inspiration. Quelqu'un l'observait. Cela aurait dû la terrifier. Mais étrangement, pour la première fois après 2 jours d'enfer, elle sentit une petite lueur d'espoir naître en elle. Quelqu'un se souciait d'elle. Quelqu'un en qui Margaret avait confiance. Et cette personne était proche, la suivait, la gardait à l'œil. Elle se leva, enfila le manteau sur ses épaules et se mit en route vers l'arrêt de bus. Elle avait un endroit où aller. La maison de Margaret l'attendait, et peut-être qu'elle y trouverait enfin les réponses à toutes ses questions. Le trajet en bus qui emmena Scarlett à la périphérie de Chicago dura près d'1 heure. Assise au dernier rang, le front appuyé contre la vitre glacée, elle regardait la ville se transformer. Les gratte-ciels scintillants laissaient place à des quartiers tranquilles où de petites maisons se nichaient dans des jardins verdoyants. La mystérieuse veste était toujours sur ses épaules, et le bout de papier marqué des initiales « Not Bennett » était soigneusement glissé dans sa poche, comme un talisman. Elle ne savait pas qui il était, mais le simple fait qu'il existait lui donnait l'impression qu'elle n'était pas complètement seule au monde. Lorsque le bus s'arrêta au terminus, Scarlett descendit et marcha encore 15 minutes avant d'atteindre la rue familière. Son cœur se serra lorsqu'elle aperçut la maison de Margaret. La petite maison à 2 étages avec son toit de tuiles rouges s'était décoloré avec le temps, et le jardin devant la maison, qui débordait autrefois de roses, ne contenait plus que des arbustes fanés et mourants. Les fenêtres étaient fermées, les rideaux pendaient en silence, et un sceau des autorités locales avait été apposé sur la porte d'entrée. Scarlett se tenait devant le portail, fixant la maison où elle avait grandi pendant 20 ans. Les souvenirs affluèrent, les rires et les larmes, les repas chauds, les nuits tardives où sa grand-mère lui racontait des contes de fées. Elle prit d'une profonde inspiration, franchit le portail et fit le tour de la maison pour se rendre à l'arrière. Elle savait qu'il y avait une fenêtre au rez-de-chaussée dont le loquet était cassé depuis des années. Margaret disait toujours qu'elle allait le réparer, mais elle ne le faisait jamais, car elle affirmait que personne dans le quartier ne volait jamais rien. Comme Scarlett s'en souvenait, la fenêtre s'ouvrait toujours d'une simple pression. Elle grimpa à l'intérieur, ses pieds atterrissant sur le parquet familier du salon. Une odeur d'humidité et de poussière l'assaillit, mais elle était accompagnée d'une légère trace de lavande. Le parfum que Margaret utilisait toujours. Scarlett resta là un moment, laissant ses souvenirs et la réalité présente se mélanger, puis elle commença à parcourir la maison. Elle fouilla chaque recoin, ouvrit chaque tiroir, feuilleta chaque livre, mais ne trouva rien d'autre que les affaires ordinaires d'une femme âgée vivant seule. La déception commença à s'installer lorsqu'elle entra dans le petit bureau de Margaret au 2e étage.
Cette pièce était autrefois l'endroit où Margaret s'asseyait pour lire et écrire des lettres, avec un vieux bureau en bois et une bibliothèque qui s'élevait jusqu'au plafond. Les yeux de Scarlett parcoururent les dos familiers des livres, dont elle avait lu et relu les titres tout au long de son enfance. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. La bibliothèque semblait avoir été déplacée. Sur le parquet, de légères rayures formaient un arc, comme si la bibliothèque avait été tournée plusieurs fois dans les deux sens. Scarlett posa sa main sur le bord et essaya de pousser. Rien ne bougea. Elle essaya de tirer. Toujours rien. Elle commença à passer ses doigts sur les livres, et lorsque sa main toucha un vieux dictionnaire épais sur la troisième étagère, elle entendit un petit clic. La bibliothèque pivota lentement sur le côté, révélant une étroite porte en bois derrière elle. Scarlett n'avait jamais soupçonné son existence. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle poussa la porte pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une pièce cachée de quelques mètres carrés seulement, avec une petite table, une chaise et des piles de dossiers soigneusement rangés sur des étagères. Scarlett entra, les mains tremblantes, et commença à feuilleter les documents. Il s'agissait d'archives sur la Ridgeway Bank, de rapports financiers et de procès-verbaux de réunions du conseil d'administration datant de plus de 20 ans. Puis elle trouva des photographies. La première photo la fit se couvrir la bouche de la main pour ne pas crier. C'était Margaret, beaucoup plus jeune que dans les souvenirs de Scarlett, debout devant le bâtiment de la Ridgeway Bank lors de la cérémonie d'inauguration. Elle portait un élégant tailleur, arborait un sourire radieux, et deux hommes se tenaient à ses côtés. L'un était Jonathan Pierce, plus jeune, mais toujours avec le regard calculateur que Scarlett avait reconnu lorsqu'elle l'avait rencontré la veille. Et l'autre homme, celui qui se tenait près de Margaret, un bras passé autour de ses épaules comme s'ils étaient des partenaires intimes, était Richard Morrison, le père de Derek. Scarlett eut l'impression qu'on lui avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Le père de Derek connaissait sa grand-mère, non seulement il la connaissait, mais il était suffisamment proche d'elle pour poser à ses côtés sur la photo prise lors de l'inauguration de la banque. Alors, le mariage de Derek avec elle était-il une coïncidence ou quelqu'un l'avait-il arrangé? Elle continua à creuser et trouva des documents encore plus choquants. Un accord de transfert d'actions portant la signature de Margaret datant d'il y a 20 ans, stipulant qu'elle renonçait volontairement à toutes ses actions dans la Ridgeway Bank. Mais lorsque Scarlett examina la signature de près, elle remarqua immédiatement une irrégularité. Elle avait vécu avec Margaret pendant 20 ans, l'avait vue signer des milliers de documents, des tickets de caisse aux cartes d'anniversaire. Elle connaissait la signature de sa grand-mère comme elle connaissait les lignes de sa propre paume. Et cette signature, même si elle correspondait à 90%, présentait un détail manquant que seule la famille pouvait remarquer. Margaret soulignait toujours le M de son nom d'une courbe douce, une habitude inconsciente. Cette signature n'avait pas cette courbe. Elle était falsifiée. Margaret n'avait pas volontairement cédé ses actions. Elle avait été volée. Scarlett s'effondra sur le sol. Des papiers étaient éparpillés autour d'elle. Son esprit était envahi par 1000 questions. Qu'avaient fait Richard Morrison et Jonathan Pierce à Margaret? Pourquoi était-elle restée silencieuse pendant 20 ans? Et Derek, son ancien mari, savait-il quelque chose à ce sujet? Elle essayait de rassembler ses pensées lorsqu'elle entendit un bruit provenant du rez-de-chaussée. La porte d'entrée s'ouvrit. Des pas lourds résonnèrent sur le parquet. Quelqu'un entrait dans la maison. Scarlett retint son souffle, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Elle rassembla précipitamment les documents les plus importants et les fourra dans la poche de la veste, puis recula dans le coin de la pièce cachée, les yeux rivés sur l'entrebâillement de la porte. Les pas montèrent lentement les escaliers, chacun d'eux étant régulier et lourd comme le battement d'un tambour de guerre. Elle chercha autour d'elle quelque chose pour se défendre, mais cet espace exigu ne contenait rien d'autre que du papier et des souvenirs. Elle serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, se préparant au pire. La porte de la pièce secrète s'ouvrit complètement. La lumière se répandit depuis l'extérieur, et avec elle, la silhouette d'un homme grand qui remplissait l'embrasure de la porte. Scarlett ne put distinguer son visage au début à cause de la lumière derrière lui, mais elle sentit la menace dans sa posture. C'était la posture de quelqu'un habitué au pouvoir, habitué à contrôler, habitué à faire baisser la tête aux autres. Il entra, et lorsque la lumière ne frappa plus ses traits,
Scarlett put voir clairement chaque ligne dure. Il avait la trentaine, le visage anguleux comme s'il était sculpté dans le granit, la mâchoire serrée et inflexible, et les yeux de la couleur de l'acier froid. Ses cheveux noirs étaient coupés courts et soignés, et il portait un costume noir coûteux. Scarlett reconnut immédiatement le même tissu et la même coupe que la veste qu'elle portait sur ses épaules. Notamment, celui qui avait laissé le manteau dans la note, celui qui l'observait depuis la nuit dernière. Vous ne devriez pas être ici seul. Sa voix était basse et froide, dénuée d'émotion, comme s'il commentait la météo plutôt que de faire face à une femme tremblant de peur. Scarlett déglutit, s'efforçant de garder une voix calme. « Qui êtes-vous? Pourquoi me suivez-vous? » Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux gris balayèrent les papiers éparpillés sur le sol, s'attardèrent sur la photo de Margaret debout à côté de Richard Morrison et Jonathan Pierce, puis revinrent vers Scarlett avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Ce n'était pas le regard d'un ennemi, ni tout à fait celui d'un ami. C'était le regard d'un homme qui décidait quelle part de vérité révéler. « Je m'appelle Nathan Blackwell, dit-il enfin, et je ne vous suis pas, je vous protège. » Scarlett fronça les sourcils. Ce nom lui semblait familier, comme si elle l'avait vu quelque part dans les actualités concernant les hautes sphères de Chicago, mais elle n'arrivait pas à le situer. « Me protéger? Je ne sais même pas qui vous êtes. Pourquoi me protégeriez-vous? » Nathan s'approcha de la petite table dans la pièce cachée et prit une autre photo que Scarlett n'avait pas eu le temps de regarder. On y voyait Margaret, beaucoup plus jeune, debout devant cette même maison, à côté d'un garçon maigre d'environ 16 ans. Le garçon avait les cheveux noirs en bataille et le regard sauvage d'un animal acculé et désespéré. Mais à côté de Margaret, il semblait étrangement calme. Nathan tendit la photo à Scarlett, la voix toujours froide, mais avec un regard plus doux. Le garçon sur cette photo, c'est moi, il y a 20 ans. Scarlett fixa la photo, puis leva les yeux vers le visage de Nathan, comparant les traits. C'était la même personne. Ses yeux gris étaient inchangés. Seulement, ils étaient désormais empreints de confiance et de puissance, au lieu de la peur d'un enfant des rues. « Ma grand-mère vous connaissait. » La voix de Scarlett se réduisit à un murmure. Nathan acquiesça. « Elle m'a sauvé la vie. » Il fit une pause, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. Cette année-là, j'avais 16 ans. J'étais un orphelin vivant dans les rues de Chicago, travaillant pour un petit gang juste pour avoir de quoi manger. Une nuit, j'ai accidentellement été témoin d'une transaction illégale impliquant des personnes puissantes. Ils m'ont poursuivi à travers la ville. Ils voulaient me faire taire pour de bon. Il se détourna, regardant par la fenêtre de la pièce cachée, comme s'il fixait le passé. J'ai couru toute la nuit, couvert de sang, épuisé au point de ne plus pouvoir faire un pas. Je me suis effondré juste devant cette porte, pensant que j'allais mourir. Mais ta grand-mère a ouvert la porte. Elle ne m'a pas demandé qui j'étais. Elle ne m'a pas demandé pourquoi on me poursuivait. Elle m'a simplement fait entrer, a soigné mes blessures et m'a caché dans cette pièce secrète pendant 2 semaines, jusqu'à ce que les choses se calment. Scarlett sentit sa gorge se serrer. Margaret, cette femme douce qui lui avait toujours enseigné la compassion, avait autrefois tout risqué pour sauver un garçon des rues inconnu. C'était exactement le genre de personne qu'était Margaret, dans l'âme. Avant que je parte, continua Nathan en baissant la voix. Elle me tint la main et me dit qu'elle n'avait qu'une seule petite fille, une fillette de 7 ans nommée Scarlett. Elle me dit qu'il y avait des gens qui voulaient lui faire du mal et qu'elle avait peur qu'un jour ils viennent te chercher. Elle m'a fait promettre que lorsque je serais assez fort, je te protégerais si tu en avais besoin. Il s'est retourné vers Scarlett. Ses yeux gris n'étaient plus froids. Ils reflétaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à une promesse gravée dans l'os. Elle m'a donné une carte bancaire et m'a dit que si jamais tu l'utilisais, cela signifierait que tu avais vraiment besoin d'aide. Cette carte contient une puce cryptée inactive. Dès qu'elle interagissait avec le serveur central de la banque, elle déclenchait un protocole de sécurité silencieux que Margaret et moi avions mis au point il y a des années. Elle ne se contentait pas d'avertir la banque, elle envoyait une alerte prioritaire directement à mon serveur privé. Scarlett s'effondra sur la chaise la plus proche, ses jambes n'ayant plus la force de la maintenir debout. Margaret avait tout préparé il y a 20 ans. Elle savait que quelqu'un voulait lui faire du mal. Elle savait qu'un jour, Scarlett aurait besoin de protection. Et elle avait trouvé quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Une enfant qu'elle avait sauvée pour tenir cette promesse. « Qui êtes-vous vraiment, Nathan Blackwell ?» demanda Scarlett d'une voix rauque. «
Vous avez dit que vous étiez assez fort pour me protéger. À quel point êtes-vous fort? Nathan la regarda et, pour la première fois, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était le sourire d'un loup dominant sa meute. Je contrôle le côté obscur de Chicago, Mademoiselle Hayes. Les gens qui ont fait du mal à votre grand-mère, ceux qui en ont après vous. Je les observe depuis 20 ans et j'ai attendu le bon moment. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons commencer. Scarlett plongea son regard dans ses yeux gris et froids et comprit que sa vie venait de basculer dans quelque chose de complètement nouveau. Un chapitre où elle ne serait plus seule, mais rempli de dangers qu'elle ne pouvait même pas encore imaginer. La Rolls-Royce noire glissait sans bruit dans les rues de Chicago, emmenant Scarlett dans un monde dont elle ignorait l'existence. Assise à l'arrière, en face de Nathan, elle essayait d'assimiler tout ce qui s'était passé en quelques heures. D'une femme jetée à la rue par son mari, elle se retrouvait maintenant dans une voiture de luxe, avec un homme qui prétendait contrôler le côté obscur de la ville, un homme qui avait juré à sa grand-mère 20 ans plus tôt qu'il la protégerait. Sa vie ressemblait à un film dont elle ne se souvenait pas avoir passé l'audition. Nathan ne dit pas un mot pendant tout le trajet. Ses yeux gris fixaient la fenêtre comme s'il pensait à quelque chose de lointain. Scarlett lui jetait des regards furtifs, essayant de deviner quel genre d'homme il était. Il dégageait une puissance tranquille qui la rendait à la fois méfiante et curieuse. Ce n'était pas le genre de puissance que l'argent donnait à des hommes comme Derek ou Jonathan Pierce. C'était quelque chose de plus ancien, de plus dangereux, comme un prédateur immobile attendant le moment opportun. La voiture s'arrêta devant un gratte-ciel du centre-ville de Chicago. Scarlett leva les yeux et vit les mots Blackwell Tower s'illuminer au sommet. Elle était passée devant cet immeuble des centaines de fois au cours des 5 années qu'elle avait vécues dans la ville, sans jamais savoir à qui il appartenait. Maintenant, elle le savait. La portière de la voiture fut ouverte par un homme d'âge moyen vêtu d'un costume noir, le visage aussi froid que de la pierre sculptée. Il s'inclina devant Nathan, puis se tourna vers Scarlett avec un regard évaluateur qui restait respectueux. « Vincent, voici Scarlett Hayes, dit Nathan d'un ton bref et maîtrisé. C'est mon invité VIP. Assure-toi que tout le monde dans cet immeuble le sache. » Vincent acquiesça sans poser la moindre question. « Compris, monsieur. » Scarlett suivit Nathan dans le hall principal et sentit immédiatement l'atmosphère changer. Les gens interrompirent leurs activités et baissèrent la tête au passage de Nathan. Ce n'était pas le signe de tête poli des employés de leur patron. C'était la révérence de personnes véritablement effrayées. Quelques-uns jetèrent un regard curieux à Scarlett, mais personne n'osa la fixer longtemps. Personne n'osa poser de questions. Ils entrèrent dans un ascenseur privé et Nathan passa une carte noire devant le lecteur. L'ascenseur commença à monter vers le dernier étage. Scarlett regarda les chiffres défiler sur l'écran, l'esprit encore en ébullition. « Qui êtes-vous vraiment, Nathan Blackwell » demanda-t-elle finalement, d'une voix douce mais ferme. « Vous avez dit que vous contrôliez le côté obscur de Chicago. Qu'est-ce que cela signifie » Nathan se tourna vers elle, le regard gris et imperturbable. « Cela signifie exactement ce que vous avez entendu, Mademoiselle Hayes. Je contrôle les choses que la lumière du jour ne touche pas. Les transactions clandestines, les informations cachées, les gens qui vivent dans l'ombre. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis à la tête de l'une des organisations les plus puissantes de cette ville. » Scarlett déglutit. Elle dirait qu'elle aurait dû avoir peur. Elle se tenait à côté d'un parrain de la mafia, le genre d'homme que toute personne censée fuirait. Mais étrangement, elle ne se sentait pas menacée. Peut-être parce qu'il l'avait sauvée. Peut-être parce qu'il avait tenu la promesse de Margaret pendant 20 ans. Ou peut-être parce qu'elle avait tellement perdu qu'elle n'avait plus rien à craindre. L'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent sur un vaste penthouse offrant une vue imprenable sur les toits de Chicago. Scarlett entra, les yeux écarquillés devant un luxe qu'elle n'avait jamais vu. Mais elle repoussa son émerveillement et se tourna vers Nathan. « Vous avez dit que vous surveillez les personnes qui ont fait du mal à ma grand-mère depuis 20 ans. Que savez-vous? » Nathan se dirigea vers la baie vitrée et regarda la ville en contrebas. « Je sais que Richard Morrison et Jonathan Pierce ont travaillé ensemble pour forcer votre grand-mère à quitter la Ridgeway Bank. Je sais qu'ils ont falsifié sa signature sur l'accord de transfert d'actions. Je sais qu'ils ont utilisé tous les moyens possibles pour lui voler ce qui lui appartenait. » Il se retourna vers Scarlett, le regard assombri. « Mais je ne sais pas pourquoi ta grand-mère est restée silencieuse et a accepté cela.
Elle avait suffisamment de preuves pour se défendre. Elle avait suffisamment de pouvoir pour les faire tomber. Mais elle n'a rien fait. Elle s'est retirée, a vécu cachée et a tout enfermé dans cette pièce secrète. Pendant 20 ans, je me suis demandé pourquoi. Un frisson parcourut l'échine de Scarlett. Elle se posait la même question. Margaret n'était pas le genre de femme à abandonner facilement. Alors, qu'est-ce qui l'avait réduite au silence? Mais maintenant, tu es apparu, continua Nathan, sa voix s'abaissant comme un tonnerre lointain. Et tout va changer. J'ai attendu ce moment pendant 20 ans. Les personnes qui ont trahi ta grand-mère vont payer, et toi, Scarlett Hayes, tu vas récupérer tout ce qui t'appartient. Elle regarda dans ses yeux gris et froids, et y vit le feu d'un serment qui ne s'était jamais éteint. Elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait, mais elle était sûre d'une chose. Elle n'était plus seule. 2 jours plus tard, Scarlett se tenait devant les portes vitrées de la Ridgeway Bank avec une nouvelle détermination. Nathan lui avait fourni une tenue appropriée, un nouveau téléphone et, surtout, le soutien de son équipe d'avocats. Elle n'était plus la jeune fille désespérée qui glissait sa carte bancaire dans le lecteur avec un espoir fragile. Elle était l'héritière légitime de Margaret Hayes, et elle était là pour réclamer ce qui lui appartenait. Mais dès qu'elle entra dans le hall principal, elle comprit que quelque chose avait changé. Les employés qui s'étaient inclinés devant elle auparavant évitaient désormais son regard. Le directeur, qui tremblait dans sa présence, avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Et lorsqu'elle demanda à voir Jonathan Pierce, la réceptionniste la regarda avec une pitié mal dissimulée et lui dit que le directeur général était en réunion et ne pouvait recevoir de visiteurs. Scarlett n'accepta pas cette réponse. Elle se dirigea droit vers l'ascenseur et, étrangement, personne n'essaya de l'arrêter. Peut-être avait-il reçu l'ordre de la laisser partir afin qu'elle puisse voir de ses propres yeux ce qui allait se passer. Lorsqu'elle arriva au dernier étage et entra dans le bureau de Jonathan Pierce, elle le trouva assis derrière son bureau. Mais il ne se leva pas pour la saluer comme il l'avait fait auparavant. « Mademoiselle Hayes », dit Jonathan d'une voix glaciale, complètement différente de la fausse amabilité dont il avait fait preuve la dernière fois. « Je ne me souviens pas avoir pris rendez-vous avec vous aujourd'hui. » Scarlett eut l'impression d'avoir reçu une gifle, mais elle ne recula pas. « Je suis ici pour demander l'accès à mon compte. » Il a été gelé sans aucune raison. Jonathan se cala dans son fauteuil, ses yeux calculateurs l'étudiant comme s'il évaluait un adversaire aux échecs. « Ah, à ce sujet. Le conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence et a décidé que nous avions besoin d'une vérification supplémentaire concernant la légalité de l'héritage. Certaines questions se posent quant à la nature réelle de votre relation avec Margaret Hayes. »« Des questions sur quoi? » demanda Scarlett, la voix montée par la colère. « C'est ma grand-mère biologique. J'ai un certificat de naissance, des photos de famille, des milliers de preuves. »« Les preuves peuvent être falsifiées, » répondit Jonathan froidement. De nos jours, rien n'est impossible à fabriquer. Le conseil d'administration a le devoir de protéger les actifs de la banque contre les demandes frauduleuses. Scarlett le fixa du regard et, à cet instant, elle vit le vrai visage de cet homme. Plus de faux sourires, plus de chaleur feinte. Seulement la cruauté froide de quelqu'un qui avait pris l'habitude d'écraser les autres pour arriver au sommet. « Vous savez exactement qui je suis, » dit Scarlett d'une voix tremblante mais ferme. « Et vous savez exactement ce que vous et Richard Morrison avez fait à ma grand-mère il y a 20 ans. » Pour la première fois, Scarlett vit quelque chose briller dans les yeux de Jonathan. De la surprise, de la peur, mais cela disparut aussi vite que cela était apparu. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il d'une voix toujours calme. « Et si vous continuez à porter des accusations sans fondement, je serai obligé de faire appel au service juridique de la banque. » Scarlett comprit qu'elle n'obtiendrait rien ici, du moins pas aujourd'hui. Elle se retourna et quitta le bureau, le cœur rempli d'amertume, même si elle n'était pas surprise. Nathan l'avait prévenu qu'il ne lâcherait pas prise facilement. Elle ne s'était simplement pas attendue à ce que le revirement soit aussi rapide, aussi effronté. Elle venait à peine de franchir les portes d'entrée de la banque lorsqu'une voiture de luxe s'arrêta brusquement à côté d'elle. La portière s'ouvrit et un homme âgé en sortit. Scarlett le reconnut immédiatement grâce aux photos dans la pièce secrète de Margaret. Richard Morrison, le père de Derek, l'une des personnes qui avait trahi sa grand-mère. « Mademoiselle Hayes, » dit Richard d'une voix basse et menaçante. « Je pense que nous devons parler. » Scarlett resta immobile, sans reculer, même si son cœur battait à tout rompre,
Je n'ai rien à vous dire. Richard s'approcha, suffisamment près pour qu'elle puisse voir les rides profondes de son visage et ses yeux froids, qui ressemblaient parfaitement à ceux de ses fils. Vous devriez écouter, jeune fille. Votre grand-mère a essayé de nous combattre une fois, et regardez comment elle a fini. Seule dans une petite maison en banlieue, pauvre, oubliée, mourant en silence. Scarlett sentit le sang lui monter au visage. Vous me menacez? Richard sourit. Mais il n'y avait aucune trace de chaleur dans ce sourire. Je vous conseille, Mademoiselle Hayes, oubliez vos fantasmes sur l'héritage. Oubliez la Ridgeway Bank. Trouvez une nouvelle vie loin d'ici. Sinon, vous découvrirez que Chicago peut être un endroit très dangereux pour ceux qui ne connaissent pas leur place. Il se retourna et retourna à sa voiture, laissant Scarlett debout sur un trottoir bondé, son avertissement résonnant encore dans ses oreilles. Mais au lieu de la peur, elle sentit un feu s'allumer dans sa poitrine. Ils avaient fait du mal à sa grand-mère. Ils lui avaient tout volé. Et maintenant, ils essayaient de faire la même chose à Scarlett. Mais elle n'était plus Margaret Hayes d'il y a 20 ans. Elle avait Nathan Blackwell derrière elle, et elle ne resterait pas silencieuse. Cette nuit-là, alors que Scarlett était assise dans l'appartement terrasse de Nathan, essayant de démêler le chaos dans sa tête après avoir confronté Jonathan Pierce et Richard Morrison, son téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu apparut à l'écran, disant qu'il avait des informations sur Margaret Hayes et lui demandant de le retrouver au Café du Coin sur Madison à 9 heures le lendemain matin. Devenir seul, signé Thomas Webb. Scarlett fixa le message, le cœur battant à tout rompre. Thomas Webb. Elle ne savait pas qui il était, mais le fait que quelqu'un l'ait contacté au sujet de Margaret la rendait à la fois curieuse et méfiante. Elle montra le message à Nathan. Il fronça les sourcils, ses yeux gris s'assombrissant. Il dit qu'il connaissait Thomas Webb, que Webb était un employé de niveau intermédiaire à la Ridgeway Bank, où il travaillait depuis plus de 20 ans, et que s'il voulait la rencontrer, c'était peut-être parce qu'il savait quelque chose d'important. Scarlett demanda pourquoi maintenant. Pourquoi il ne l'avait pas contacté avant. Nathan resta silencieux un instant, puis répondit que c'était peut-être parce que Webb n'avait pas eu de raison auparavant ou n'avait pas eu le courage. Mais l'apparence de Scarlett avait changé quelque chose. Il la regarda sérieusement et lui dit que si elle voulait y aller, il demanderait à quelqu'un de surveiller à distance, mais que la décision lui appartenait. Le lendemain matin, Scarlett se rendit au café indiqué dans le message. C'était un petit endroit confortable niché dans une ruelle, le genre d'endroit que les gens choisissaient lorsqu'ils ne voulaient pas attirer l'attention. Elle reconnut Thomas Webb dès qu'elle entra. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, au visage buriné et aux yeux fatigués de quelqu'un qui portait un secret depuis trop longtemps. Il se leva lorsqu'il la vit, parlant doucement comme s'il craignait d'être entendu, la remerciant d'être venue et l'invitant à s'asseoir. Scarlett s'assit en face de lui sans dire un mot, attendant. Thomas jeta un coup d'œil autour de lui avant de commencer. Il dit qu'il travaillait à la Ridgeway Bank depuis qu'il était jeune employé et qu'il avait été témoin de tout ce qui était arrivé à Margaret 20 ans plus tôt. Il fit une pause, déglutissant comme si les mots eux-mêmes l'étouffaient, et dit qu'il était resté silencieux pendant 20 ans par peur. Mais lorsqu'il avait vu Scarlett apparaître à la banque, lorsqu'il avait vu qu'ils essayaient de lui faire subir le même sort qu'à sa grand-mère, il n'avait plus pu garder le silence. Il fit glisser une épaisse enveloppe vers Scarlett et lui dit qu'elle contenait ce qu'il avait conservé pendant 20 ans. Des copies de procès-verbaux de réunions secrètes, des notes manuscrites et surtout, un enregistrement audio de la conversation entre Richard Morrison, Jonathan Pierce et Margaret le soir où elle avait été contrainte de quitter le conseil d'administration. Scarlett prit l'enveloppe de main tremblante et demanda pourquoi ils avaient fait pression sur sa grand-mère, puisqu'elle avait suffisamment d'action pour les combattre. Thomas la regarda avec douleur et répondit qu'il ne visait pas Margaret, mais Scarlett. Le cœur de Scarlett sembla s'arrêter. Elle demanda comment cela était possible alors qu'elle n'avait que 7 ans. Thomas acquiesça et répondit que Margaret était la femme la plus forte qu'il ait jamais connue, qu'elle n'avait pas peur de Richard Morrison ou de Jonathan Pierce, qu'elle était prête à les combattre jusqu'au bout, mais qu'il connaissait sa seule faiblesse, à savoir Scarlett. Il prit une profonde inspiration et continua en disant qu'ils avaient menacé Margaret, que si elle ne partait pas de son plein gré, il ferait du mal à Scarlett, qu'ils avaient quelqu'un qui surveillait Scarlett tous les jours sur le chemin de l'école, qu'ils envoyaient à Margaret des photos de Scarlett prises de loin accompagnées de menaces obsessionnelles
et qu'il disait qu'un accident pouvait arriver à tout moment à une enfant de 7 ans et que personne ne pourrait rien prouver. Scarlett eut l'impression qu'on lui enfonçait un couteau dans la poitrine. Les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle murmura que sa grand-mère avait tout abandonné pour elle. Thomas acquiesça, les yeux remplis de larmes, et dit que Margaret avait signé l'accord de transfert d'action ce soir-là, mais qu'il savait que ce n'était pas sa signature, qu'il l'avait forcée sous la pression, puis avait falsifié une autre version avec une signature qui semblait plus légale. Il dit que Margaret avait quitté le conseil d'administration, quitté la haute société et choisi de vivre tranquillement en banlieue pour protéger Scarlett et qu'elle n'en avait jamais parlé à personne parce qu'elle avait peur que si la vérité venait à être découverte, il reviendrait et ferait du mal à Scarlett. Scarlett se couvrit le visage et sanglota dans le café. 20 ans. Margaret avait vécu 20 ans dans la pauvreté et le silence, abandonnant tout ce qu'elle avait construit juste pour protéger sa petite fille de 7 ans. Et Scarlett n'en avait jamais rien su. Elle avait vécu toute sa vie sans comprendre ce que Margaret avait sacrifié pour elle. Puis Thomas a ajouté qu'il y avait encore une chose, baissant la voix comme s'il avait peur de s'entendre parler. Il n'en était pas certain, mais il soupçonnait que la mort de Margaret n'était pas due à la maladie. Les dossiers médicaux indiquaient qu'au cours de ces derniers mois, elle avait présenté des symptômes inhabituels et étranges, et il pensait que Scarlett devrait être enquêtée plus avant. Scarlett leva la tête, les joues encore baignées de larmes, et demanda s'il voulait dire que quelqu'un l'avait tuée. Thomas ne répondit pas directement. Il se contenta de la regarder avec une expression hantée, puis se leva en disant qu'il en avait déjà trop dit et lui recommandant d'être prudente, car ces gens étaient prêts à tout, comme ils l'avaient prouvé 20 ans auparavant. Il partit, laissant Scarlett seule avec la lourde enveloppe dans les mains et le cœur brisé. Margaret avait tout sacrifié pour elle. Et maintenant, il était possible que ces mêmes personnes l'aient tuée. Scarlett serra l'enveloppe, les larmes se mêlant à un feu grandissant de haine. Elle ne laisserait pas le sacrifice de Margaret être vain. Elle exigerait justice, même si elle devait en payer le prix. Scarlett retourna à la Blackwell Tower, se sentant comme une coquille vide. Elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée là. Elle ne se souvenait pas être entrée dans l'ascenseur. Seulement que lorsqu'elle reprit enfin conscience, elle était assise sur le sol du penthouse, le dos contre la baie vitrée, regardant Chicago d'un œil vide. L'enveloppe de Thomas Webb gisait à côté d'elle, et les papiers qu'elle contenait étaient éparpillés sur le sol. Comme les fragments d'une vérité trop cruelle à accepter. Nathan la trouva ainsi. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente sa chaleur, mais assez loin pour ne pas envahir son espace. Ils restèrent ainsi en silence pendant un long moment, jusqu'à ce que Scarlett finisse par parler. Elle a tout abandonné pour moi. Sa voix était rauque, brisée. 20 ans. 20 ans qu'elle a vécu dans la pauvreté, découpant des coupons, portant les mêmes vieux pulls aux épaules effilochées, simplement parce qu'elle voulait me protéger. Et je ne le savais pas. Je lui en voulais même parfois de ne pas m'avoir donné une vie meilleure. Les larmes montèrent à nouveau. Et cette fois, Scarlett n'essaya pas de les retenir. Elle pleura comme une enfant. Ou elle pleura pour Margaret, elle pleura pour un sacrifice qu'elle n'avait jamais connu. Elle pleura pour les 20 années que sa grand-mère avait vécues dans le silence et la douleur. Nathan ne disait toujours rien. Il se contenta de tendre la main et de la poser doucement sur son épaule, lui faisant comprendre qu'elle n'était pas seule. Et étrangement, ce petit geste suffit à apaiser un peu sa douleur. Scarlett se pencha vers lui et posa sa tête contre son épaule, laissant ses larmes imprégner sa veste de costume coûteuse sans s'en soucier. Lorsqu'elle eut fini de pleurer, Nathan prit enfin la parole. Margaret était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle n'était pas faible lorsqu'elle a choisi le silence. Elle s'est battue à sa manière en protégeant ce qui comptait le plus pour elle, c'est-à-dire toi. Scarlett leva la tête et le regarda, les yeux gonflés et rougis, mais ils lui ont tout volé. Ils l'ont forcée à vivre dans la pauvreté pendant 20 ans. Et Thomas dit, peut-être même qu'elle n'a pas pu finir sa phrase. Mais Nathan comprit. « Je vais enquêter sur la mort de Margaret, dit-il d'une voix froide comme l'acier. S'ils ont vraiment fait ça, ils le paieront. » Scarlett regarda dans ses yeux gris et y vit un feu de haine qui couvait depuis 20 ans. Lui aussi avait une dette envers Margaret, et il n'était pas du genre à oublier ce qu'il devait. «
Je veux tout récupérer, dit Scarlett, la voix dure. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait à ma grand-mère. Je veux que le monde entier connaisse la vérité. Nathan acquiesça. Nous le ferons, mais pas de manière imprudente et sans préparation. Ils ont le pouvoir, l'argent et tout le système judiciaire derrière eux. Si nous voulons les vaincre, nous avons besoin d'un plan parfait. Dans les jours qui suivirent, l'appartement terrasse de Nathan devint un centre de commandement. Ils rassemblèrent toutes les preuves provenant de la pièce secrète de Margaret, de l'enveloppe de Thomas Webb et du réseau de renseignements clandestins que Nathan avait mis en place pendant plus de 20 ans. Ils dressèrent la liste de toutes les personnes impliquées, dessinèrent des schémas représentant les liens entre elles et identifièrent les points faibles de chaque ennemi. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Ridgeway Bank aura lieu dans 2 semaines, dit Nathan en montrant le calendrier accroché au mur. Ce sera le moment idéal. Tous les principaux actionnaires seront présents. La presse couvrira l'événement. Jonathan Pierce et Richard Morrison n'auront nulle part où se cacher. Scarlett regarda la photo de Margaret posée sur la table, où sa grand-mère arborait le même sourire doux que d'habitude. « Je vais le faire, grand-mère, murmura-t-elle. Mais Nathan ne se contenta pas de l'aider à planifier son plan. Il lui apprit à se défendre. Chaque matin, il descendait dans la salle de sport du sous-sol où Nathan lui enseignait les mouvements de base de l'autodéfense. « Tu n'as pas besoin d'être plus forte que ton adversaire, lui disait-il en ajustant sa posture. Tu dois simplement savoir comment utiliser sa force contre lui. » Scarlett apprenait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Peut-être parce qu'elle était motivée. Peut-être parce qu'à chaque fois qu'elle frappait le sac de boxe, elle imaginait le visage de Richard Morrison ou celui de Derek. Et peut-être parce qu'elle ne voulait pas décevoir Nathan. Au fil de ces séances d'entraînement, ils se sont rapprochés, non pas grâce à des mots fleuris ou des gestes romantiques, mais grâce à une confiance construite petit à petit. Scarlett a commencé à réaliser que sous l'apparence froide de Nathan se cachait un homme qui portait des blessures depuis 20 ans, tout comme elle. Et Nathan, qui n'avait jamais laissé personne s'approcher de lui, a commencé à réaliser que Scarlett n'était pas seulement une promesse faite à Margaret, mais quelque chose de plus que cela. Un soir, alors qu'il relisait les documents une dernière fois, Scarlett demanda soudain « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié ?» Nathan marqua une pause et la regarda avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un à qui ouvrir mon cœur. » Elle ne posa pas d'autres questions et il n'en dit pas plus. Mais dans ce silence, quelque chose changea entre eux. Un lien invisible s'était tissé, et tous deux savaient que quoi qu'il arrive, ils n'auraient plus à affronter ce monde seul. Alors que Scarlett et Nathan se préparaient pour la guerre à venir, de l'autre côté de la ville, une réunion d'urgence se déroulait dans le manoir de la famille Morrison. Richard Morrison était assis en bout de table, le visage pâle comme un homme qui venait de voir un fantôme de son passé. En face de lui, Derek bouillait encore de rage après avoir été rejeté par Scarlett devant tout le monde. Jonathan Pierce apporta une nouvelle qui plongea toute la pièce dans un lourd silence. Richard répéta le nom de Nathan Blackwell comme s'il s'agissait d'une malédiction. Il exigea de savoir s'il comprenait ce que signifiait le fait que la jeune fille était sous la protection de Nathan Blackwell. Derek haussa les épaules avec un mépris évident et insista sur le fait que Blackwell n'était qu'un criminel. Ils avaient la loi, l'argent et les relations. Que pouvait-il bien leur faire? Richard frappa la table du poing si fort que Derek sursauta. Il rétorqua que Derek ne comprenait rien. Nathan Blackwell n'était pas un criminel ordinaire. Il contrôlait la moitié du milieu criminel de Chicago. Il pouvait faire disparaître des gens sans que personne ne retrouve jamais leur corps. Il détenait des informations sur toutes les transactions louches de la ville, y compris les leurs. Jonathan intervint d'une voix calme, même si ses yeux trahissaient son inquiétude. Il était d'accord avec Richard pour dire que Blackwell représentait une menace sérieuse, mais il admit que ce qui le troublait davantage était la raison pour laquelle Blackwell protégeait Scarlett. Quel lien pouvait-il bien avoir? Après un moment, Richard dit qu'il avait demandé à des gens d'enquêter. Il avait découvert que 20 ans plus tôt, Margaret Hayes avait sauvé la vie de Nathan Blackwell alors qu'il était encore un enfant des rues. Blackwell était resté en contact avec elle au fil des ans. Il remboursait maintenant sa dette en protégeant sa petite fille. Derek eut un rire méprisant. Scarlett avait donc un parrain mafieux pour protecteur. Peu importait. Il pouvait toujours la forcer à renoncer à son héritage, comme il l'avait fait avec sa grand-mère. Jonathan secoua la tête et avertit que ce n'était pas si simple.
Avec Blackwell derrière elle, ils ne pouvaient pas utiliser leurs astuces habituelles. Ils riposteraient immédiatement. Richard se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant fixement le jardin, englouti par l'obscurité. Puis il se retourna avec une expression froide et calculatrice. Il devait séparer la jeune fille de Blackwell. Il devait la faire partir de son plein gré dans un endroit où Blackwell ne pourrait pas la protéger. Pour cela, il devait l'attirer avec quelque chose qu'elle ne pourrait pas refuser. Derrick demanda ce que cela pouvait être. Richard sourit sans la moindre trace de chaleur. Ce serait la vérité sur la mort de Margaret Hayes. Cette même nuit, Scarlett était seule dans l'appartement terrasse. Nathan était parti s'occuper de certaines affaires. Son téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu apparut. L'expéditeur affirmait avoir des informations sur la mort de sa grand-mère. Margaret n'était pas morte de maladie. Scarlett devait se rendre à l'ancien entrepôt numéro 37 de Westbrook Street à 22 heures ce soir-là. Elle devait venir seule si elle voulait connaître la vérité. Si quelqu'un l'accompagnait, l'expéditeur disparaîtrait. Elle ne saurait jamais ce qui était réellement arrivé à sa grand-mère. Scarlett fixa le message, le cœur battant. Elle savait que cela pouvait être un piège. Son instinct de survie lui criait de ne pas y aller. Appeler Nathan, attendre. Mais elle pensa alors à Margaret. Elle repensa à ce que Thomas Webb avait dit au sujet de sa mort étrange. Il était possible que les personnes qui lui avaient volé sa vie l'aient également tué. Pouvait-elle ignorer ne serait-ce qu'une chance sur 100 que le message soit vrai? Elle connaissait les risques, mais son besoin de vérité l'emportait sur sa peur. Elle jeta un coup d'œil au téléphone que Nathan lui avait donné, sachant que son GPS était sa seule bouée de sauvetage. Scarlett serra le téléphone que Nathan lui avait donné. Elle savait que c'était un piège, mais elle ne pouvait pas attendre. En sortant du taxi, elle activa silencieusement le signal de détresse d'urgence de l'appareil, s'assurant que Nathan entendrait chaque mot de la confrontation à venir. Elle savait que Nathan la retrouverait. Elle espérait qu'il arriverait avant que les ombres de l'entrepôt ne l'engloutissent. L'entrepôt numéro 37 de Westbrook Street se trouvait dans un quartier industriel abandonné au sud de Chicago. Les vieux bâtiments se dressaient, silencieux, tels d'énormes squelettes d'une époque révolue. Scarlett arriva à 22 heures, exactement comme le message le demandait. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine lorsqu'elle poussa la porte en fer rouillé et entra à l'intérieur. L'entrepôt était plongé dans l'obscurité totale, à l'exception de quelques ampoules faibles qui éclairaient à peine des piles de caisses en bois et des machines couvertes de poussière. L'air était imprégné d'une odeur si forte de pourriture humide et de vieilles huiles de moteur qu'elle dut retenir son souffle. Elle appela pour demander s'il y avait quelqu'un. Sa voix résonna dans l'espace vide. Personne ne répondit. Elle s'avança plus profondément, son inquiétude grandissant à chaque seconde. Elle savait qu'elle faisait quelque chose de stupide. Elle savait que Nathan serait furieux lorsqu'il apprendrait qu'elle était devenue seule. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle ne découvrait pas la vérité sur la mort de Margaret. Puis, soudain, les lumières s'allumèrent. La lumière était si vive qu'elle dut se protéger les yeux. Lorsqu'elle put à nouveau voir, elle réalisa qu'elle était encerclée. Au moins 5 hommes imposants vêtus de noir se tenaient autour d'elle, le visage froid et immobile comme des statues. Parmi eux se tenait Derek Morrison, arborant un sourire triomphant. Il la salua avec mépris. Il lui dit qu'il savait qu'elle viendrait, car elle avait toujours été naïve. Scarlett recula d'un pas, mais sentit quelqu'un la bloquer derrière elle. Elle ne pouvait s'enfuir. Son pouls s'emballa tandis qu'elle s'efforçait de garder une voix calme. Elle demanda si le message venait de lui. Une autre voix répondit que le message venait de son père. Richard Morrison émergea de l'ombre, vêtu d'un costume sur mesure qui semblait obscène dans cet entrepôt crasseux. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ne mentait pas. Ils avaient vraiment des informations sur la mort de sa grand-mère. Scarlett le regarda, la peur se transformant en haine. Elle lui demanda ce qu'il voulait. Richard sourit comme un serpent sur le point d'avaler sa proie. C'était simple. Elle signerait une renonciation à son héritage et il la laisserait partir. Elle pourrait reprendre une vie normale, trouver un nouveau mari, oublier tout cela. Derrick s'approcha et lui mit une pile de papiers dans les mains. Il lui dit de signer et d'arrêter de compliquer les choses. Scarlett regarda les pages, puis les visages satisfaits de Derek et Richard. Elle pensa à Margaret. Elle pensa au sacrifice qui avait duré 20 ans. Elle pensa à la promesse qu'elle s'était faite de demander justice.
Elle savait qu'elle ne pouvait pas signer. Elle ne signerait pas. Elle dit non. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Le visage de Richard s'assombrit. Il lui demanda si elle était sûre. N'avait-elle pas peur de finir comme sa grand-mère? Scarlett soutint son regard. Elle répondit que sa grand-mère était morte de maladie. Il ne pouvait pas la menacer avec ça. Richard éclata de rire. Le son résonna dans l'entrepôt comme le cri d'un corbeau. Il lui demanda si elle croyait vraiment que c'était une maladie. Il s'approcha d'elle, le regard glacial. Margaret Hayes n'était pas morte d'une maladie. Elle était morte parce qu'il voulait sa mort. Le cœur de Scarlett sembla s'arrêter. Elle lui demanda ce qu'il voulait dire. Richard pencha la tête, appréciant presque sa réaction. Si elle se demandait pourquoi Margaret s'était affaiblie au cours de ces derniers mois, pourquoi elle avait présenté des symptômes étranges qu'aucun médecin ne pouvait expliquer, c'était parce qu'ils avaient demandé à quelqu'un de l'empoisonner lentement pendant 6 mois. Un peu d'arsenic dans son eau potable chaque jour. Pas assez pour la tuer immédiatement, mais assez pour détruire son corps petit à petit. Scarlett eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Elle ne voyait que le visage de Margaret pendant ces derniers jours. Pâle et fragile, mais souriant toujours à Scarlett, malgré la douleur. Scarlett demanda d'une voix brisée s'ils avaient tué sa grand-mère. Derek ricana. Margaret avait été trop têtue. Après 20 ans, elle ne voulait toujours pas lâcher prise. Elle continuait à rassembler discrètement des preuves, espérant toujours pouvoir un jour les faire tomber. Ils n'avaient pas d'autre choix. Scarlett leur lança une insulte. La rage éclata comme un volcan. Elle se jeta sur Derek, désespérée de lui arracher son sourire triomphant, mais 2 hommes costauds l'attrapèrent instantanément et la maintinrent fermement. Elle se débattit et hurla, les larmes coulant sur ses joues. Elle les traita de meurtriers. Elle jura qu'ils le paieraient. Richard observait la scène avec une impatience ennuyée. Il ordonna de la retenir et apporta un stylo. Puis il se tourna vers elle d'une voix glaciale. Elle signerait, qu'elle le veuille ou non. Il pouvait rendre cela facile ou incroyablement douloureux. Le choix lui appartenait. L'un des hommes lui serra les bras si fort qu'elle gémit. Elle regarda autour d'elle, désespérée, à la recherche d'une issue. Elle n'en trouva aucune. Elle était complètement seule, entourée des personnes qui avaient tué sa grand-mère. Ils étaient désormais prêts à tout pour la faire taire. Et elle pensa à Nathan. Elle regretta de ne pas lui avoir dit. Elle regretta d'avoir été assez stupide pour tomber seule dans ce piège, mais il était trop tard maintenant. Derek lui fourra le stylo dans la main. Il lui dit de signer ou il lui ferait mal jusqu'à ce qu'elle supplie de signer. Scarlett le regarda dans les yeux. Elle y vit une cruauté sans fond. Elle savait qu'il ne bluffait pas. Elle ferma les yeux. Elle pensa à Margaret, à Nathan, à tout ce qu'elle avait déjà perdu et à tout ce qu'elle perdrait si elle signait ce papier. Et à ce moment précis, toutes les lumières de l'entrepôt s'éteignirent d'un seul coup. L'obscurité les engloutit complètement. Un coup de feu retentit dans la nuit. Scarlett tomba au sol lorsque les hommes qui la retenaient la lâchèrent dans la panique. Elle entendit des cris, des bruits de pas, le bruit sourd des coups de poing et les gémissements étouffés des hommes qui tombaient. L'obscurité étouffait tout, mais elle pouvait sentir le chaos exploser tout autour d'elle. Elle rampait vers une pile de caisses en bois, désespérée de trouver un abri, le cœur battant à tout rompre, car elle ne savait pas s'il s'agissait d'une ouverture ou d'un autre type de danger. Puis les lumières se rallumèrent, et ce que Scarlett vit lui coupa le souffle. Les 5 hommes de Richard Morrison étaient étendus sur le sol, certains inconscients, d'autres gémissant et serrant leurs membres blessés. Derek était immobilisé par 2 hommes vêtus de noir, les bras tordus dans le dos, le sourire triomphant sur son visage remplacé par une terreur pure. Et debout au centre de l'entrepôt, vêtu d'un costume noir comme la nuit elle-même, se tenait Nathan Blackwell. Ses yeux gris étaient froids comme l'acier lorsqu'il regarda Richard Morrison, qui reculait dans un coin, le visage blême. Derrière Nathan se tenaient Vincent et une dizaine d'autres hommes, tous armés, tous dégageant la menace silencieuse de ceux qui vivent dans l'obscurité et n'en ont jamais peur. « Nathan Blackwell », murmura Richard d'une voix tremblante. « Comment saviez-vous que nous étions ici? » Nathan ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha de Scarlett, lui tendit la main et l'aida à se relever. Son regard balaya son corps, à la recherche de blessures. Et quand il vit qu'elle était indemne,
Il poussa un soupir de soulagement, même si son visage restait dur comme de la glace. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix si basse que seule elle pouvait l'entendre. Scarlett acquiesça, n'osant pas parler. Elle tremblait encore de peur, de rage après avoir appris la vérité sur la mort de Margaret et de soulagement intense d'avoir été sauvée in extremis. Nathan se tourna vers Richard, marchant lentement, tel un prédateur traquant sa proie. « Tu me demandes comment j'ai su? Tu penses que j'ai laissé Scarlett partir seule, sans protection? Mes hommes la surveillaient depuis qu'elle avait quitté la tour Blackwell. » Richard déglutit, cherchant du regard une issue qui n'existait pas. « Que veux-tu, Blackwell? »« De l'argent. Je peux te payer n'importe quelle somme. » Nathan s'arrêta à quelques pas de lui et le regarda avec une expression que Scarlett n'avait jamais vue sur son visage. Ce n'était pas une colère brûlante. C'était plus froid, plus profond, comme de la glace enfouie sous terre pendant 20 ans, remontant maintenant à la surface. « Tu sais ?» commença Nathan, d'une voix basse et mesurée. Il y a 20 ans, il y avait un gamin des rues de 16 ans qui était en train de mourir parce que des hommes puissants le traquaient. Il était blessé, épuisé, et il s'est effondré devant une maison dans la banlieue de Chicago. Richard le fixait, le visage empreint de confusion. Nathan poursuivit. Ce garçon pensait qu'il allait mourir cette nuit-là, mais une femme a ouvert sa porte, l'a fait entrer, a soigné ses blessures et l'a caché pendant 2 semaines. Elle ne lui a pas demandé qui il était. Elle ne lui a pas demandé pourquoi il était poursuivi. Elle a seulement dit que chaque enfant méritait une seconde chance. Les yeux de Richard s'écarquillèrent alors qu'il commençait à comprendre. Cette femme était Margaret Hayes, dit Nathan d'une voix grave. Et ce gamin des rues, c'était moi. Richard recula d'un pas jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Son visage devint blanc comme celui d'un homme voyant un fantôme revenir pour récupérer une dette. C'est impossible. Toi et tes associés lui avaient tout volé. Nathan continua, chaque mot tranchant l'air comme une lame. Vous avez menacé sa petite fille de 7 ans pour la forcer à abandonner ses parts. Vous l'avez condamnée à vivre 20 ans dans la pauvreté et le silence. Et quand elle a refusé de lâcher prise, vous l'avez empoisonnée. Nathan s'approcha, suffisamment pour que Richard puisse voir le feu brûler derrière ses yeux froids et gris. Tu penses pouvoir échapper à ce que tu as fait? Tu penses que personne ne réclamera justice pour elle? Richard tremblait, ses lèvres bougeaient comme s'il voulait parler, mais aucun son ne sortait. De l'autre côté de l'entrepôt, Derek, toujours immobilisé, cria « Papa, ne l'écoute pas, ce n'est qu'un criminel. » Nathan se tourna vers Derek, un sourire froid apparaissant sur ses lèvres. « Un criminel? Peut-être, mais au moins, je n'ai pas assassiné une vieille femme innocente parce qu'elle refusait de céder ce qui lui appartenait. » Il se retourna vers Richard et sortit un petit enregistreur de sa poche. « Vous venez de tout avouer, Morrison. Avoir forcé Margaret Hayes à céder ses parts, menacer sa petite fille, l'avoir empoisonnée. Tout a été enregistré. » Richard fixa l'enregistreur avec horreur. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'en avez pas le droit. Je peux vous tuer sur le champ, » dit Nathan calmement, comme s'il parlait de la météo. « Personne ne retrouverait jamais votre corps. C'est ce que je veux faire depuis 20 ans, depuis le jour où j'ai appris ce que vous avez fait à la femme qui m'a sauvé la vie. » Il fit une pause, laissant la peur envahir Richard. « Mais la mort est trop facile pour vous, » continua Nathan. « Je veux que vous viviez. Je veux que tu regardes tout ce que tu as construit s'effondrer. Je veux que tu regardes ton fils se faire arrêter, ton entreprise faire faillite, ta réputation détruite. Je veux que tu vives assez longtemps pour voir tout cela et que tu te réveilles chaque jour en sachant que c'est la conséquence de tes actes. » Nathan se tourna vers Scarlett et sa voix s'adoucit. « C'est ton choix. Comment veux-tu les traiter? » Scarlett regarda Richard Morrison et Derek, les hommes qui avaient tué sa grand-mère, qui avaient tenté de ruiner sa vie. Elle voulait leur mort. Elle voulait qu'ils souffrent comme Margaret avait souffert. Mais elle pensa alors à Margaret, à la femme qui lui avait appris que la dignité importait plus que la vengeance. « Remets-les à la justice, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je veux que le monde entier connaisse leur meurtrier. » Nathan acquiesça, le regard respectueux. « Comme vous voudrez. » 2 semaines après la nuit horrible passée à l'entrepôt, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Ridgeway Bank se tint dans la plus grande salle du bâtiment, dont les immenses baies vitrées reflétaient le soleil matinal de Chicago. Des centaines de personnes vêtues de costumes coûteux étaient assises,
attendant ce qu'elle pensait n'être qu'une formalité de routine. Jonathan Pierce se tenait à la tribune, arborant l'expression confiante d'un homme qui se croyait intouchable, ignorant que son monde était sur le point de s'effondrer complètement. Au moment où Jonathan s'apprêtait à ouvrir la séance, les portes de la salle s'ouvrirent brusquement. Scarlett Hayes entra. Son entrée fit taire toute la salle d'un seul coup. Elle n'était plus la femme désespérée aux yeux creux et cernés et aux vêtements froissés de quelques semaines auparavant. Elle était métamorphosée. Elle portait un élégant tailleur noir et ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné. Elle tenait à la main une maillette en cuir contenant tout ce dont elle avait besoin pour détruire les personnes qui avaient tué sa grand-mère. Nathan Blackwell se tenait à ses côtés, accompagné de Vincent et d'une équipe d'avocats. Derrière eux se trouvaient 2 policiers en civil que Scarlett avait contactés plus tôt. Jonathan la vit et son visage se crispa, mais il se ressaisit rapidement. Il lui dit qu'il s'agissait d'une réunion à huis clos pour les actionnaires. Elle n'avait pas le droit d'être là. Scarlett répondit d'une voix qui résonna dans la salle silencieuse. Elle avait le droit. Elle était l'héritière légitime de Margaret Hayes, qui détenait 25% de cette banque. Elle avait des preuves pour le démontrer. Elle s'avança sans trembler, malgré les centaines de regards qui la suivaient. Elle ouvrit la mallette et posa un épais dossier sur la table devant les membres du conseil d'administration. Elle brandit l'accord de transfert d'actions que Jonathan Pierce et Richard Morrison prétendaient avoir été signé par sa grand-mère 20 ans plus tôt. Puis elle brandit les résultats de 3 experts en signature indépendants, confirmant que la signature était falsifiée. Des murmures parcoururent la salle. Jonathan tenta d'intervenir et de rejeter ces accusations comme étant sans fondement, mais Scarlett l'interrompit. Elle dit qu'elle n'avait pas fini. Elle sortit une clé USB et la brancha à l'ordinateur relié à l'écran géant. Elle a déclaré à l'Assemblée qu'il s'agissait d'un enregistrement audio d'une conversation entre Richard Morrison et son fils Derek Morrison. Dans cet enregistrement, ils avouaient avoir forcé sa grand-mère à céder ses actions en menaçant Scarlett lorsqu'elle avait 7 ans. Elle a appuyé sur « Play ». La voix de Richard Morrison a résonné dans la salle. Margaret Hayes n'était pas morte de maladie. Elle était morte parce qu'ils voulaient sa mort. Ils avaient demandé à quelqu'un de l'empoisonner lentement pendant 6 mois. La salle s'est enflammée. Les gens se levèrent, crièrent et exigèrent des explications. Certains actionnaires regardèrent Jonathan Pierce avec horreur. D'autres appelaient déjà leurs avocats. Jonathan resta figé, le visage livide. Il ouvrit la bouche, mais ne parvint pas à articuler un mot. Scarlett continua sans laisser à quiconque la possibilité de l'arrêter. Elle présenta des preuves supplémentaires montrant que Derek Morrison avait détourné des fonds bancaires au cours des 5 dernières années. Elle posa un autre dossier épais contenant des rapports financiers falsifiés et des transactions illégales portant sa signature. Jonathan lutta pour reprendre le contrôle. Il insista pour que le conseil d'administration examine les allégations lors d'une réunion séparée. Il ordonna à Scarlett de partir, mais l'un des agents de sécurité s'avança. Il présenta son badge et se présenta comme étant le détective Harrison du département de police de Chicago. Il déclara qu'ils avaient des mandats d'arrêt contre Richard Morrison et Derek Morrison pour empoisonnement, fraude financière et coercition. Jonathan Pierce serait également convoqué pour être interrogé sur son rôle. Puis les portes s'ouvrirent à nouveau. 2 autres agents escortèrent Richard Morrison et Derek Morrison dans le hall, menottés. Richard semblait avoir vieilli de 20 ans en 2 semaines. Son visage était blême. Son regard était vide. Derek continuait de se débattre et criait qu'il s'agissait d'un complot. Ils étaient victimes d'un coup monté. Personne ne l'écoutait. Un membre du conseil d'administration se leva, la voix tremblante sous le choc. Il proposa un vote d'urgence pour destituer Jonathan Pierce de son poste de directeur général et geler tous les avoirs bancaires liés à la famille Morrison. Un autre membre soutint immédiatement la motion. Le vote fut rapide. Les mains se levèrent. Les voix s'accordèrent. En moins de 5 minutes, Jonathan Pierce fut destitué à la quasi-unanimité. Il resta là, à regarder l'empire qu'il avait bâti sur la tromperie et le crime s'effondrer sous ses yeux. Lorsque la police emmena Richard et Derek hors de la salle, Scarlett les regarda partir. Elle réalisa qu'elle ne ressentait pas le triomphe qu'elle avait imaginé, seulement un vide et une profonde tristesse. Car même si justice avait été faite, Margaret ne pouvait pas revenir. Nathan s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. Il lui dit qu'elle avait réussi. Sa grand-mère pouvait désormais reposer en paix.
Scarlett leva les yeux vers l'écran géant où la photo de Margaret prise lors de la cérémonie d'inauguration de la banque 20 ans plus tôt brillait toujours. Sa grand-mère souriait, les yeux brillants, fière de ce qu'elle avait construit. Scarlett murmura à travers les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle avait réussi. Elle avait tout récupéré pour elle. 3 mois s'étaient écoulés depuis que justice avait enfin été rendue. Richard Morrison et Derek Morrison avaient été condamnés pour empoisonnement, fraude financière et coercition. Jonathan Pierce avait été démis de ses fonctions et faisait désormais face à une avalanche d'accusations pour avoir dissimulé des crimes et aidé à les commettre. Brooke Collins, la femme qui avait autrefois humilié Scarlett en public, était désormais rejetée par la société depuis que la vérité sur sa relation avec Derek et leur sale manigance avait été révélée. Et Scarlett Hayes, la femme qui avait été jetée sous la pluie, sans rien d'autre que ses mains vides, occupait désormais le siège le plus élevé de la Ridgeway Bank en tant que présidente du conseil d'administration. Son bureau donnait sur tout Chicago, la ville qu'il avait vue passer du désespoir au sommet du pouvoir. Sur son bureau, à côté de piles de dossiers importants, se trouvait la photo de Margaret, celle que Scarlett avait rapportée de la pièce cachée. Chaque jour, avant de commencer son travail, Scarlett regardait cette image et se rappelait ce que Margaret avait sacrifié, la raison pour laquelle elle devait continuer. Scarlett n'utilisait pas son pouvoir pour se venger ou pour vivre dans le luxe dont ses prédécesseurs avaient joui. Elle créa une fondation caritative au nom de Margaret Hayes afin de venir en aide aux femmes victimes de violences domestiques et aux orphelins sans ressources. Elle modifia les politiques de prêt de la banque, créant ainsi des passerelles permettant aux personnes en situation difficile d'accéder à des capitaux et de se construire une nouvelle vie. Elle savait que c'était ce que Margaret aurait voulu, transformer l'empire qu'elle avait contribué à bâtir en un lieu offrant de l'espoir plutôt que de la souffrance. Et pendant ces 3 mois, Nathan Blackwell resta à ses côtés. Il n'était plus seulement un protecteur, tenant une promesse faite à Margaret. Il était devenu la personne en qui Scarlett avait le plus confiance, celle sur laquelle elle pouvait s'appuyer lorsqu'elle était fatiguée, celle qu'elle voulait voir chaque matin à son réveil et chaque soir avant de s'endormir. Leur relation s'était développée lentement, sans précipitation, comme 2 personnes qui savaient trop bien ce que signifiait être blessées et qui choisissaient donc chaque étape avec soin. Mais ils savaient tous deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare l'un chez l'autre. Un après-midi de fin d'automne, alors que les feuilles jaunes tombaient en abondance dans les rues de Chicago, Scarlett et Nathan se tenaient devant la tombe de Margaret dans un cimetière de banlieue. Scarlett déposa un bouquet de roses blanches sur la pierre tombale, celle que Margaret aimait le plus. Puis elle s'agenouilla et suivit du bout des doigts les lettres gravées. « Grand-mère, murmura-t-elle, la voix étranglée, je l'ai fait. J'ai récupéré tout ce qu'ils t'avaient volé. Je les ai traduits en justice. Et chaque jour, j'essaie d'être digne de ce que tu as sacrifié pour moi. » Nathan se tenait tranquillement à côté d'elle, lui laissant l'espace dont elle avait besoin avec sa grand-mère. Lorsque Scarlett se releva, ses yeux étaient remplis de larmes. Il lui prit la main. Sa main était chaude et ferme, comme une promesse qui n'avait pas besoin de mots. « Ta grand-mère m'a dit quelque chose avant de mon départ il y a 20 ans, dit Nathan d'une voix douce et calme. Elle m'a dit que sa petite-fille deviendrait une femme forte, mais qu'un jour, elle aurait besoin de quelqu'un qui ne l'abandonnerait jamais. » Scarlett leva les yeux vers lui et vit dans ses yeux gris une douceur qu'il ne laissait que rarement apparaître. « J'ai tenu ma promesse de te protéger, » continua Nathan en serrant un peu plus fort sa main. « Et je la tiendrai encore, non pas parce que je le dois à Margaret Hayes, mais parce que je veux être avec toi, Scarlett. Je ne te quitterai jamais. » Scarlett sourit à travers ses larmes, et pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, elle se sentit vraiment heureuse. Elle posa sa tête sur l'épaule de Nathan, regarda la tombe de Margaret et sut que sa grand-mère leur souriait depuis un endroit lointain. « Merci, grand-mère, » murmura-t-elle dans le vent. « Merci pour tout. » Ils restèrent là en silence. 2 silhouettes appuyées l'une contre l'autre dans le cimetière tranquille, laissant le passé douloureux se dissoudre dans les feuilles jaunes qui tombaient, laissant un nouvel avenir s'ouvrir comme les derniers rayons du soleil de l'après-midi perçant les nuages. C'est ainsi que l'histoire de Scarlett Hayes s'est terminée, non pas dans la douleur et la perte, mais dans l'espoir et l'amour. Elle a prouvé que lorsque les gens vous dépouillent de tout ce que vous avez, ils s'attendent à ce que vous vous effondriez et vous brisiez. Mais dès l'instant où vous décidez que vous méritez mieux, dès l'instant où vous vous levez et vous battez pour vous-même, le monde entier doit changer avec vous.
Cette histoire nous laisse de profondes leçons sur la vie. Premièrement, ne sous-estimez jamais la force d'une femme poussée à bout. Deuxièmement, l'amour et le sacrifice de la famille peuvent survivre à toutes les épreuves du temps. Troisièmement, la justice peut tarder à venir, mais elle viendra si nous n'abandonnons pas. Et enfin, dans un monde rempli de trahison et de tromperies, il y a encore des gens prêts à tenir leurs promesses et à se tenir à vos côtés lorsque vous en avez le plus besoin. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a touché, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent écouter chaque jour des histoires aussi riches de sens. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez ressenti après avoir écouté l'histoire de Scarlett. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez eu l'impression de tout perdre? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un prêt à vous soutenir dans les moments les plus difficiles? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons toujours entendre les histoires et les sentiments qui viennent du fond de votre cœur, car ces partages sont notre plus grande motivation pour continuer à vous proposer un contenu de haute qualité. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie heureuse et des jours remplis de joie. Puissiez-vous toujours trouver la lumière au bout du tunnel, quelle que soit l'obscurité de la route. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.